C'est que la croissance, au-delà du modèle économique, c'est avant tout un modèle idéologique, donc qui est celui d'une société du sans limite. Voilà, donc la croissance, comme le capitalisme, c'est pas qu'un simple modèle économique, c'est un modèle anthropologique. Quand on parle de capitalisme, on dit l'argent est au centre de la société, suit sa propre logique et les hommes se résolvent en fait à accompagner cette logique. Et on peut dire que la croissance, de la même manière que le développement, eh bien c'est aussi une idéologie qui est pas seulement liée au domaine économique, c'est aussi une anthropologie qui touche tous les domaines de la vie. Et on peut dire que derrière la critique de la croissance, il y a la critique de la société d'illimité. C'est pour ça que nous en prenons de manière aussi virulente, si ce n'est plus, à des termes comme le développement ou d'autres comme le laisser-fairisme, le libéral-libertarisme. Tous ces termes, en fait, ils renvoient à une logique qu'est la société de l'illimité. Donc on pense qu'on va pouvoir croître, déjà de manière économique, de manière infinie. Mais cette illimité, il touche aussi tous les autres domaines. Il touche le domaine de la culture, il touche le domaine de l'intime, il touche le domaine de la psychologie. Donc on voit que en fait, la croissance, elle fait système très largement. Et en fait, nous, objecteurs de croissance, nous nous battons d'abord pour dire l'homme, pour se structurer, pour s'épanouir, pour pouvoir vivre en société de manière sereine, eh bien, il a besoin d'intégrer la notion de limite. Si l'homme n'intègre pas la notion de limite, en fait, il est dans la logique qui est la logique de la société de consommation, dans laquelle la consommation n'est pas un moyen, mais devenue sa propre finalité. Donc on est réduit à l'état de petits enfants qui cherchent à répondre de manière immédiate à toutes leurs pulsions, à tous leurs instincts. Donc comme un petit bébé qui, dès qu'il a faim, cherche à téter. Et je dirais en fait, la société de croissance, qui est la société du capitalisme, qui est la société de consommation, elle cherche à faire de nous des adultes qui soient des adultes malades, qui soient réduits à l'état de petits-enfants. Donc en fait, la société de croissance, c'est ça que nous contestons. D'abord, c'est son modèle anthropologique, cette idée d'un monde sans limite, qui est la même que celle de la société du développement. Donc voilà, je pense que c'est vraiment ce qui est au cœur de la logique de la gestion de croissance. C'est le refus de la société du sans limite. Oui, je considère qu'on est pris dans des logiques qui sont aussi des logiques physiques. C'est-à-dire qu'une société humaine, elle se développe selon des modèles politiques, mais aussi selon des modèles physiques. Elle suit aussi les lois de la biophysique. C'est-à-dire qu'on cherche à créer les entités les plus importantes possibles dans la lutte pour la survie. Et c'est très important de comprendre ça, de comprendre pourquoi les sociétés s'agrègent, pourquoi elles vont créer des empires, et puis finalement pourquoi elles vont s'effondrer. Je dirais que le gros problème, c'est quand on a commencé à puiser dans les ressources fossiles, qui sont des énergies, des ressources qui sont non renouvelables, qui vont être dissipées, donc l'énergie va être dissipée. C'est une pollution qu'on pourra jamais... voilà, c'est une dissipation d'énergie, une dissipation des molécules qui fait qu'on ne pourra pas revenir en arrière. Donc je pense qu'on peut dire qu'aujourd'hui le point de non-retour, pour ma part je pense, a été largement franchi, mais ça n'empêche pas qu'il faut essayer de tout faire pour essayer de développer une société qui soit plus harmonieuse. Je pense que là aussi, on est dans l'inversion des valeurs. C'est-à-dire que quand on critique la société de consommation, qu'est-ce qu'on critique? On ne critique pas la consommation en tant que telle. On a tous besoin de consommer pour vivre. Le problème, c'est une société dans laquelle la consommation est passée du statut de moyen à celui de finalité. Donc tout est fait pour consommer. On consomme pour consommer. C'est comme la croissance. C'est la croissance pour la croissance. Donc on est dans une espèce d'absurdité. C'est-à-dire que ces moyens sont devenus leur propre finalité. Et on peut dire qu'à l'heure actuelle, eh bien, la science est rentrée aussi dans cette logique, qui est une logique d'inversion, qui est une attaque en même temps contre le principe scientifique. La science est un moyen, un très important moyen, mais n'a pas à être sa propre finalité. Et à l'heure actuelle, on peut dire qu'on est dans une société qui est une société scientiste, c'est-à-dire une société qui a absolutisé la science, c'est-à-dire qui croit en la science sous un mode religieux, fondamentaliste ou fanatique. Ce qui fait que nous nous déresponsabilisons sur la science. Donc nous disons, on ne peut pas croître à l'infini, et on est dans un système qui est, je dirais, qui est lié à l'idéologie progressiste, qui est de nous dire, eh bien, c'est pas grave, la science résolvera tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Et ceux qui ne croient pas à cela sont des personnes qui sont des passéistes, voire des réactionnaires, en tout cas qui ne participent pas de cette grande croyance qui est celle de l'idéologie progressiste et scientiste. Et on peut dire que voilà, cette logique scientiste, c'est une perversion de la notion scientifique. La science, elle est attaquée pas de manière unilatérale, mais de deux côtés. D'un côté par la montée de courants, par exemple, irrationalistes, et de l'autre par le scientiste. Quand la science devient une croyance, eh bien on est dans la perversion de l'idée scientifique. On est aussi dans une attaque contre le principe scientifique, comme l'est la montée ou le courant irrationaliste. On ne peut pas croître
On nous dit qu'on ne peut pas croître infiniment dans un système qui est un système limité, mais la science, dans laquelle nous croyons comme des dévots, comme des fanatiques, permettra en fait de nous affranchir des lois de la biophysique. On peut dire que la croissance infinie, bien évidemment, c'est absurde. Un enfant de 5 ans comprend qu'on ne peut pas croître infiniment. Je dirais une décroissance infinie, c'est tout aussi absurde. La décroissance, c'est un contre-pied par rapport à un phénomène qu'on nous présente comme naturel, inéluctable. C'est pour dire non, tout simplement. C'est pour dire non, on ne peut pas aller plus loin, donc on prend un contre-pied, on parle de décroissance. Voilà. Donc c'est pour ouvrir le débat. Voilà. Après, on peut dire que la décroissance, elle doit être conviviale et autres. Tout ça, c'est pour dire que, très logiquement, que même si les ressources de la planète étaient 1000 fois supérieures, même si nous pouvions croître physiquement, même si la planète nous laissait les ressources pour le faire, eh bien nous serions toujours et plus encore des vecteurs de croissance. Pourquoi ? Parce que nous pensons qu'à un moment, il faut savoir la capacité de se fixer des limites. Voilà. Et donc, le terme de décroissance, c'est un terme de communication. C'est pour interpeller nos contemporains. On leur parle tout le temps de croissance, et on est là, on prend un contre-pied qui est un contre-pied radical. On parle de décroissance, mais on explique très vite qu'on veut justement sortir des logiques binaires. Que notre objectif, c'est pas de remplacer une folie par une autre. C'est-à-dire une croissance absolue et infinie par une décroissance absolue et infinie. Non, c'est pas dire non, il faut savoir dire stop, il faut savoir se fixer des limites. Tout ça, ça s'inscrit dans des filiations philosophiques très anciennes, par exemple celle des Grecs qui étaient en lutte contre l'hubris. C'était pour eux le péché majeur, l'hubris c'était la démesure. Et bien nous, pour parler en fait de la même chose, eh bien on emploie ce terme qui est en rupture avec la logique de croissance. En même temps, on le dit très clairement, le mode de vie des Occidentaux, des gens qui appartiennent aux pays riches, il est absolument pas généralisable à l'ensemble de la planète. Donc si on veut pouvoir vivre bien et longtemps sur la planète, en harmonie avec toutes les autres personnes qui s'y trouvent, eh bien il va falloir que ces personnes, tous les gens qui habitent les pays riches, dans leur moyenne, parce qu'il y a aussi des gens qui sont en situation de sous-consommation dans les pays riches, mais il faudra malgré tout que nous apprenions à consommer moins. Alors consommer moins, c'est pas consommer moins pour consommer moins, ce qui serait absurde. On le dit souvent, un des slogans les plus importants des histoires de croissance, c'est moins mais mieux. Donc c'est rompre avec cette folie du productivisme pour arriver à essayer de vivre en ayant moins de ressources, mais le but aussi, c'est de développer l'harmonie, c'est d'essayer d'avoir un gain dans la qualité de vie. C'est pour ça que nous employons des termes comme, ou des concepts comme moins de biens, plus de liens, pour dire voilà, cette accélération qui est produite par le productivisme, eh bien, nous devons l'abandonner pour essayer d'avoir un gain. Non pas, j'ai pas envie de parler de qualité de vie, parce que ça renvoie trop au niveau de vie qui est prôné par George Bush, mais j'ai envie de dire, c'est un art de vivre, qui est en rupture avec ce qu'il y a derrière la logique productivisme, qui est une accélération constante, toujours plus loin, toujours plus souvent. Et ça, c'est cette logique, je dirais, qui n'est pas seulement une logique matérielle, qui est en train de détruire nos sociétés, et puis qui éjecte en premier lieu les plus faibles d'entre nous, qui peuvent pas, qui n'arrivent plus à suivre un rythme qui est toujours plus frénétique. Alors le problème, je dirais que plus pervers encore que le terme de croissance, c'est le terme de développement. Parce que le développement, c'est une idéologie qui a été construite au lendemain de la sortie de la Grande Guerre mondiale, par le président états-unien, en fait, et de là est né ces concepts de développement de pays sous-développés, en voie de développement et développés. Donc, selon cette logique, tous les pays du monde, en fait, devraient aboutir à ce qu'est, en gros, l'American Way of Life, c'est-à-dire un pavillon, 2 voitures, 3 télévisions, des téléphones portables, etc., etc. Donc, ce que nous contestons comme gestion de croissance, c'est, je dirais, d'abord cette idéologie de développement. C'est-à-dire, voilà, tout le monde doit finir par vivre comme des Américains. Alors, on sait que c'est complètement impossible. Donc, ce que je veux dire, c'est que chaque pays, chaque société, chaque peuple, eh bien, doit suivre son propre chemin. Donc, nous contestons en premier lieu cette idéologie de développement. C'est pour ça qu'avant ça s'appelait la décroissance, il y a beaucoup de gens voilà, qui se nommaient comme des post-développantistes. Et donc ils contestaient, beaucoup de gens qui sont des précurseurs de la décroissance, eh bien, ont mis au cœur de leur recherche cette critique de tout ce qu'il y a derrière l'idéologie de développement. Et d'ailleurs le développement aussi renvoie à cette logique du sans limite. Quand on est dans une société qui est marquée par l'économicisme, c'est-à-dire que tout est d'abord perçu sous un angle économique, eh bien tout naturellement on va comprendre le développement comme le développement économique. Alors nous on préfère le terme, par exemple un terme qui est le terme d'épanouissement, qui renvoie beaucoup moins à l'économie. Donc on est pour des citoyens, des sociétés épanouies, et ça passe contre une critique radicale de ce qu'est aujourd'hui l'idéologie du développement.
Alors, c'est un débat qui est complètement piégé parce que Malthus, en fait, sert aujourd'hui de termes, d'insultes quasiment pour disqualifier ses contradicteurs. Donc, Malthus, il avait compris que la planète avait une capacité de charge, une capacité limite, mais en même temps, il liait cette recherche à une doctrine qui est très antisociale. Donc aujourd'hui, dès qu'on dit voilà la planète a des limites et ne peut pas absorber sans cesse plus de pollution, de production, etc., eh bien, les contradicteurs de la décroissance usent du terme du malthusien pour dire voilà, votre pensée est antisociale. Non, il faut bien déconnecter les deux. Il faut dire la planète a des limites pour tout et ce n'est pas pour ça que nous devons aller vers une logique antisociale, ce qui est une possibilité. Hein. Il y a des disrupteurs de croissance, le spectre des disrupteurs de croissance est extrêmement large. Vous avez des disrupteurs de croissance qui vont de l'extrême gauche à l'ultra-droite, en passant par tous les niveaux de radicalité. Donc on voit de très bonnes choses dans la décroissance, dans le taux de croissance, mais aussi des choses que nous combattons. Et nous, évidemment, nous disons très souvent, la première des décroissances pour lesquelles nous battons, c'est la décroissance des inégalités. Pour nous, cette décroissance, elle conditionne toutes les autres. Donc nous sommes très très méfiants par rapport à cette approche malthusianiste. Voilà, que nous avons très souvent dénoncée dans nos publications, tout en disant, bien évidemment, la planète a des limites pour tout. Mais pour nous, le développement durable, en fait, c'est une opération cosmétique qui n'a pour seul objectif que de faire perdurer le système tel qu'il est. Donc c'est une opération de maquillage du système actuel, une opération publicitaire pour pouvoir maintenir le status quo sur la croissance. Parce qu'au départ, le développement durable, il nous proposait en fait de conjuguer la croissance économique et la protection de l'environnement. C'est quand même quelque chose de relativement récent, alors que quand les écologistes sont arrivés en politique, la première chose qu'ils ont dit, quand ils étaient radicaux, c'est-à-dire qu'il y a 30 ans de ça, ils disaient la première chose à faire, c'est remettre en cause la croissance. Évidemment, cette remise en cause de la croissance, elle dérange fondamentalement la société. Donc la tendance, tout naturellement, toutes les institutions, puis la grande part de la société, c'est de vouloir enfuir cette question sous le tapis. Donc, très logiquement, d'autres personnes sont arrivées en tenant un discours qui était un discours démagogique, en disant mais ne vous inquiétez pas, grâce au développement durable, nous allons pouvoir conjuguer la croissance économique, le développement économique et la protection de l'environnement. C'était une supercherie qui nous a empêchés d'affronter le réel et de faire face à une situation qui s'est détériorée de manière considérable depuis. Donc ce qu'on peut dire, c'est que le développement durable a eu un effet extrêmement pervers sur l'écologie. Aujourd'hui, on voit des gens comme Dominique Bourg, qui était le pape du développement durable en France, qui a soutenu cette idée pendant une vingtaine d'années, qui dit c'était un non-sens, le développement durable, il faut très vite en sortir, il faut l'abandonner pour aller vers la décroissance, aujourd'hui qui est de toute façon la seule solution possible. Alors, la réponse au consumérisme, c'est de dire, voilà, c'est de sortir de cette absolutisation de la consommation. Penser quand voilà, la consommation n'est plus un moyen, mais une finalité. Alors, ce que nous voulons, c'est rompre avec ce modèle consumériste, avec ce modèle productivisme. Alors, une des réponses, la réponse à l'échelle individuelle, c'est la simplicité volontaire. C'est essayer de vivre différemment, c'est d'appliquer ces idées eh bien, dans son existence propre. Mais ça ne suffit pas, il faut aussi passer à l'échelle collective. Et je dirais aujourd'hui, le grand problème, c'est ça. C'est de concevoir des systèmes macro, des systèmes de société, qui nous permettent de sortir sereinement de ce modèle de croissance. Parce que de toute façon, nous serons obligés de le faire. Pourquoi ? Parce que la croissance, qu'est-ce que c'est fondamentalement ? C'est pas de l'agitation de bras d'hommes politiques ou des efforts démesurés des chefs d'entreprise. La croissance, c'est de l'énergie. Si vous mettez des joules, si vous mettez des calories dans une société, très logiquement, vous aurez de la croissance. Des études scientifiques l'ont démontré. Et par contre, si vous soustrayez de l'énergie, eh bien là, la croissance va s'amenuiser et se réduire, vous allez rentrer en récession. Donc nous arrivons à ce moment, en gros, où nous sommes au sommet de ce que la planète peut nous fournir comme énergie. Donc, que nous le voulions ou non, nous allons sortir de cette logique de croissance. Alors, soit nous en profiterons pour dire, voilà, ça peut être une opportunité pour sortir de cette folie, toujours plus, qui crée finalement beaucoup de désespérance, qui crée beaucoup de pollution, beaucoup de problèmes sur la planète, pour essayer de construire une société qui soit plus harmonieuse, plus épanouissante, et bien soit nous laisserons la régulation se faire par le chaos, par les guerres,
Ce qui déjà est en partie le cas à travers la planète. Toutes les guerres du pétrole, c'est des guerres voilà, d'accaparement des ressources naturelles qui sont directement liées à cette recherche de croissance maximale. Donc, si vous voulez, c'est très important de penser à appliquer ces idées dans sa vie personnelle, mais en même temps, on ne peut pas s'en satisfaire. C'est toujours les deux notions qui doivent avancer de pair, c'est-à-dire l'échelle individuelle et l'échelle collective. Et je dirais, on comprend relativement facilement l'échelle individuelle. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une société qui est très marquée par l'individualisme, mais dès qu'il s'agit de penser collectivement, voilà, comment politiquement, démocratiquement mettre en place des systèmes pour nous permettre de vivre différemment, ça devient déjà beaucoup plus difficile. On dit, genre, voilà, on est toujours sur nos deux jambes. C'est-à-dire comment, dans notre vie propre, on peut essayer de vivre différemment, essayer de se passer d'automobile, essayer voilà, de vivre sans téléphone portable, vivre différemment. Voilà. Se déplacer à bicyclette, marcher à pied, ralentir, et puis essayer d'un autre côté, essayer de construire du collectif, que ce soit à travers des partis politiques, des associations, des micro-entreprises, pour essayer de développer ces idées. C'est toujours une tension. Je prends l'exemple de l'automobile. Si vous êtes aux États-Unis, sur 95% du territoire, il est quasiment impossible de vivre sans automobile. Pourquoi? Parce que l'urbanisme a été construit de telle manière que nous sommes dans une société d'automobile. Donc, les personnes, même avec la meilleure volonté du monde, ils seront dans une position dans laquelle il sera quasiment impossible de vivre sans voiture. A contrario, si vous vous trouvez au Maroc, dans une médina, eh bien là, la rue la plus large dans cette médina ne laisse même pas passer une automobile. Donc là, il est impossible de vivre avec une automobile. Donc on voit comment les choix individuels et les choix collectifs sont imbriqués. Les deux, en fait, sont en tension en permanente. Donc c'est ce qui est intéressant dans la décroissance. Ça oblige à penser ces tensions entre tous les différents paramètres. J'ai envie de dire, le système productiviste, par nature, il va produire du chômage de masse. Pourquoi? Parce que c'est un système qui cherche à produire toujours plus avec de moins en moins de personnes. Alors si on prend des exemples très basiques pour comprendre, si on prend l'exemple de la distribution, sur un marché de proximité, il faut beaucoup de personnes pour distribuer relativement peu de denrées. Si vous prenez de la grande distribution, tout d'un coup, la productivité va être décuplée, donc il faudra beaucoup moins de personnes pour distribuer énormément de marchandises. Donc on voit comment ce système de croissance, par essence, c'est un système productiviste qui va produire du chômage de masse. Donc la décroissance, c'est un système qui naturellement sera moins demandeur d'énergie fossile, qui sera plus demandeur de personnes pour travailler. Donc c'est aussi une autre vision du travail. C'est sortir aussi des junk boulots, des boulots pourris qui n'ont pas de sens, pour essayer voilà, d'élever vers une logique qui est une logique de production de qualité. Par exemple, on donne l'exemple des marchés de proximité. Il y a 50 ans, en France, 90% de la distribution des aliments se faisait dans les marchés de proximité. Aujourd'hui, la proportion s'est complètement inversée. 80% de la distribution de denrées, de marchandises se fait dans la grande distribution. Donc on voit comment il y a eu une dégradation de la situation. Alors la décroissance, c'est pas revenir en arrière, mais on peut penser que la situation antérieure, celle d'il y a 50 ans, était beaucoup plus intéressante d'un point de vue écologique, parce qu'on était alimenté par des paysans qui se trouvaient au pourtour immédiat des villes. Et puis au niveau de l'emploi, tout naturellement, parce que pour aller dans ce système, eh bien, il faut plus d'emplois. Même plus que ça, parce qu'il y avait un conseiller de Carter qui s'appelle Brzezinski, qui disait qu'en fait, à terme, il n'y aurait plus besoin que de 20% de la population qui serait productive. Donc il disait que 80% de la population en fait, sera improductive, et donc l'objectif pour Brzezinski, c'était de dire comment trouver des moyens pour qu'elle ne se révolte pas. Et en fait, on peut dire que petit à petit, on rentre dans ce système. Donc on trouve des systèmes où des gens sont assistés, on leur donne le minimum pour vivre, et on les met chez eux, ils n'ont pas les moyens de sortir, derrière un écran de télévision, d'un ordinateur, et ils vont vivre dans un monde virtuel, complètement assommé par ce qu'est la drogue virtuelle. On se retrouve un peu dans la figure de roman d'anticipation où les gens sont assommés à travers une drogue, hein, tu connais le roman, qui est la soma, pour qu'ils soient voilà, vivants comme des larves qui se satisfaisent d'une vie qui n'est plus une vie, qui est une vie finalement de zombie. Alors le capitalisme, il a une capacité extraordinaire à tout récupérer. Et donc,
on peut dire qu'il peut même récupérer la décroissance, évidemment. Il y a un terme qui est par exemple très parlant pour ça, c'est l'austérité. Dans les années 70, les auteurs de croissance défendaient une forme d'austérité. Mais cette forme d'austérité, évidemment, est radicalement différente de celle qui est défendue aujourd'hui par le MEDEF ou par Laurence Parisot en France. Donc c'est une autre vision de l'austérité, parce que c'est un mot qui a un double sens, comme plein d'autres mots. Et donc on peut dire que la décroissance aussi, il peut être déformé dans certains sens. La crise écologique peut être utilisée pour justement, par exemple, appliquer des mesures sécuritaires. Donc il faut veiller. Bien sûr, il y a les mots, puis il y a le sens qu'on met derrière, donc il faut veiller aux idées qu'on défend à travers ça. Aujourd'hui, on est quand même relativement loin. On peut dire que la décroissance fait quand même une très rupture, parce que tout naturellement, le système capitalisme, il ne peut marcher qu'en expansion. C'est un système qui a besoin de croissance. On s'est opposé par exemple dans la décroissance à un monsieur qui s'appelle Tim Jackson, qui a beaucoup travaillé sur la transition, et il parlait de capitalisme sans croissance. Il dit non, c'est une aberration. Il dit, par nature, le capitalisme, il a besoin de croissance. Après, il peut y avoir des situations qui sont des situations de chaos, où il va y avoir des systèmes autoritaires qui vont être mis en place, comme en cas de guerre, pour faire face à une situation d'urgence. C'est un autre cas de figure. Mais on peut dire qu'aujourd'hui, quand même, la notion de décroissance, elle fait quand même un grand clivage, elle crée quand même un grand clivage entre tous les gens qui sont dans une logique d'expansion et puis, je dirais la logique écologiste, la vraie logique écologique, parce qu'on peut dire que dans les années 70, il y avait un discours qui était un discours véritablement dissensuel, un discours véritablement en rupture, qui était porté par des grands précurseurs de l'écologie, comme Charbonneau, comme Ellul, comme Illich, et que tout ça, eh bien, ce discours était complètement affadi, oublié, au profit d'une vision très technocratique, bureaucratique de l'écologie, qui est celle qui est aujourd'hui défendue par Europe Écologie Les Verts, ou voilà, ou toutes ces personnes. Donc on peut dire qu'ils font appel à d'autres personnes, à des penseurs comme Cohen, comme Jeremy Rifkin, en fait qui sont des technocrates de l'écologie verte et qui n'ont rien à voir avec ces grands précurseurs de l'écologie. Et au contraire, ces grands précurseurs de l'écologie dénonçaient cette dérive potentielle. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, la dérive, la vraie dérive, c'est celle de cette écologie bureaucratique, technocratique, qui est personnifiée par tous les représentants aujourd'hui d'Europe Écologie Les Verts, de ses élus. C'est vraiment une question piège, je trouve. Parce que on ne met pas les mêmes mots derrière ça. C'est-à-dire que tout naturellement, la décroissance, elle est révolutionnaire dans un sens. Elle oblige à une révolution. C'est qu'elle oblige à dire l'économie ne peut pas être sa propre finalité, la croissance ne peut pas être sa finalité. Donc ça oblige à, remettre l'économie à sa juste place, à celui d'un très important moyen. Donc dans ce sens, on peut dire qu'il y a une révolution. Après, le terme révolution, il renvoie très souvent à une étude très violente, à un chaos social et autres. Et nous sommes dans une perspective qui est éminemment non violente. Nous souhaitons justement dire qu'il faut éviter que la régulation se fasse par le chaos, qu'on engendre des mouvements sociaux, des choses comme ça, qui amènent des troubles sociaux qui dégénéreront très vite. Donc, derrière le terme révolution, il faut vite repréciser ce qu'est derrière le terme révolution. Et puis réformiste, tout naturellement, mais pas réformiste dans le sens du Parti socialiste ou des gens qui se satisfassent de l'accompagnement du système en place. Voilà. Donc, je dirais, ces mots sont piégés et c'est très difficile de rentrer sereinement dans le débat avec un dilemme présenté de cette manière réformiste révolutionnaire. Les deux doivent avancer de pair dans le sens révolution. La décroissance, si vous voulez, elle ne se satisfait pas d'une logique superficielle des choses. On est dans un monde où la plupart des solutions qui nous sont amenées, justement, sont des solutions qui sont éminemment superficielles. Nous disons non, il faut être radicaux. Radicaux, ça ne veut pas dire être extrémiste, c'est-à-dire aller à la racine des problèmes. On ne peut pas se contenter d'être dans une logique d'aménagement. Aujourd'hui, notre société, elle doit s'interroger profondément sur ce qui la meut, ce qui la fait avancer. Et si on n'a pas cette capacité à cette intégration, à cette interrogation qui n'est pas une interrogation seulement superficielle, eh bien tout naturellement, eh bien nous amènerons une régulation par le chaos qui amènera des situations révolutionnaires dans le sens le plus péjoratif du terme. Moi, je pense que tout doit avancer de pair. Nous, on est des démocrates, donc on pense que l'investissement dans le système politique, il est très important. Avec Bruno Clémentin, avec qui on a confondé la décroissance, on s'est toujours engagé en politique, mais ça n'empêche pas que nous avons une réflexion très sévère sur le monde politique tel qu'il est aujourd'hui.
moi je me suis engagé à différentes élections législatives. À chaque fois, j'ai fait des propositions de réformes radicales aussi des institutions. Donc nous sommes pour évidemment un investissement dans le politique, mais ce qui ne nous empêche pas de réclamer des réformes radicales des institutions telles qu'elles sont aujourd'hui, parce qu'on voit qu'elles sont très largement perverties. Mais ce qui n'empêche pas de vouloir partir à leur conquête, parce que nous pensons que dans ce cas-là, si les citoyens investissaient le politique, eh bien, nous pourrions faire quand même pas mal de choses. Donc, nous voyons des gens qui sont très investis dans la décroissance, qui se revendiquent aussi de l'anarchie. C'était le cas d'un certain nombre de penseurs de la décroissance. Ce n'est pas notre ligne à nous qui nous occupons de la décroissance, mais ce qui ne nous empêche pas d'accueillir de leurs travaux, de parler de leurs travaux. Et de toute façon, nous sommes pour la pluralité. Il y a des gens très différents dans la décroissance et nous sommes heureux de converser, de débattre, voilà, de la manière d'engager une décroissance de la façon la plus démocratique possible, parce que ce qui nous motive avant la problématique je dirais écologique au sens scientifique du terme, c'est des raisons démocratiques, humanistes, et comment faire vivre la liberté et l'amour, qui sont les valeurs fondamentales qui sont au centre de notre engagement. Je pense que c'est impossible parce que la décroissance, je dirais, elle recouvre tout le spectre politique. Donc elle va de la droite à l'ultra-gauche, en passant par tous les intermédiaires et tous les niveaux de radicalité. Donc je pense qu'il est impossible de faire un parti de la décroissance. Je pense que le spectre de la décroissance est vraiment trop large, il y a des gens trop différents. Donc je pense que la décroissance, si vous voulez, il ne suffit pas de s'entendre sur l'incapacité du système à poursuivre éternellement dans cette voie pour être après d'accord sur les choix de société à engager en substitution. Voilà. Donc ça c'est très clair. Hein. C'est-à-dire qu'à partir de ce constat, de l'impossibilité de poursuivre dans la croissance, on voit des gens qui ont des réponses qui sont très différentes, voire complètement opposées. Donc construire un parti de la décroissance, à partir de la décroissance, c'est impossible. Nous on voit à partir de cette idée des multitudes de chapelles en fait qui émergent, qui se développent. On voit des très bonnes choses et puis des choses aussi que nous jugeons aussi tout à fait discutables, voire à combattre. Par exemple, aujourd'hui, il y a un courant qui marche très fort en France et à l'étranger, qui est le courant des survivalistes. Les survivalistes, c'est des gens en fait qui ont une réponse capitaliste à la problématique qui est développée par le capitalisme. Donc, ils cherchent ils réfléchissent, ils disent notre société tout naturellement va vers l'effondrement et dans ce cadre-là, il faut commencer à se préparer à cet effondrement et puis construire ce qu'ils appellent des BAD, des bases autonomes durables. C'est des bases de défense. En fait, on est dans un système qui est un système quasiment proto-féodal, dans une perspective qui est un peu à la Mad Max, ou qui rejoint certains films d'anticipation qu'on a pu voir, où chacun va essayer de se protéger dans un système qui serait effondré. Alors il s'agit d'emmagasiner de la nourriture et des armes dans un système qui sera un système de chaos. Évidemment, alors nous pensons que cette type de logique est tout à fait à combattre, hein, il est la résultante en fait d'une idéologie qui elle-même a causé les problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Donc ça aussi, je dirais, c'est des gens qui quelque part peuvent se revendiquer d'une forme de décroissance. Mais ce que nous défendons, nous évidemment, c'est une logique qui est très très différente de celle-ci. Donc on voit différentes réflexions qui éclosent un peu partout, qui sont très différentes, qui sont plurielles, certaines avec lesquelles on a envie de discuter. On parlait des libertaires tout à l'heure, des anarchistes, qui ont produit des travaux de grande qualité sur la décroissance, et puis d'autres choses qui par contre en fait nous semblent plus en fait les symptômes d'une maladie de société que des réponses qui sont des réponses véritablement efficientes et désirables pour faire front aux problèmes auxquels nous sommes confrontés. Donc moi personnellement je ne crois pas à la possibilité de construire un grand parti de la décroissance, même si on a beaucoup travaillé dans ce sens-là pour essayer de porter la décroissance en politique. Donc on voit que c'est très difficile. La décroissance, c'est au départ une question qui est relativement simple, qui est une question de dire on ne peut pas croître infiniment. Mais à partir de cette question simple, eh bien en fait, on aboutit à des choses qui sont extrêmement complexes. Parce que la décroissance, elle touche à toutes les dimensions de l'existence et de la société. Donc ça touche à l'économie, ça touche à la culture, ça touche à l'art, ça touche à l'intime, ça touche à la psychologie, ça touche vraiment à tous les domaines. Donc afficher des grandes directions, qui soient des directions
qui soient des lignes très claires et autres, c'est finalement assez compliqué parce qu'on voit qu'on a une multitude de réponses possibles. Mais malgré tout, les résultats de croissance affichent un certain nombre de propositions, qui sont des propositions emblématiques. Alors pour en citer une seule, par exemple, eh bien c'est le démantèlement des agences de publicité. Pourquoi ? Parce que la pub, on peut dire aujourd'hui, c'est le porte-voix du système productiviste. Et on dit on ne pourra pas sortir de la société de croissance si on n'a pas avant tout démantelé cet organe de propagande de la société de consommation. Donc une des mesures emblématiques, je dirais, de la décroissance, c'est d'aller vers la fin de la publicité. Après, il y a d'autres propositions qui tombent sous le sens. On sait par exemple qu'on doit sortir de la société d'automobile, qui est une civilisation. Cette société d'automobile, elle a pu exister uniquement parce qu'elle est un épiphénomène dans le temps et dans l'espace. Elle aura existé, en gros, disons, un gros demi-siècle dans les pays riches. Mais elle n'est absolument pas généralisable à l'ensemble de la population humaine, ne serait-ce que pour des questions de ressources physiques. Donc on sait que ce système de civilisation automobile n'est pas généralisable et qu'il n'est pas durable. Donc il va falloir s'en libérer, s'en affranchir et essayer de construire une société qui soit une société avec beaucoup, beaucoup moins de voitures. Voilà, où les voitures soient réservées à des emplois de nécessité impérieuse, je sais pas, comme les ambulances ou les véhicules de pompiers. Donc voilà, c'est quelques mesures emblématiques qui donnent l'idée vers lequel nous devons aller. Les autres de croissance le disent souvent, nous n'avons pas de système clé en main qui permet de répondre à toutes les questions, parce que toutes ces questions, elles sont en débat, mais on sait quand même qu'il y a des grandes orientations, qu'il y a une logique vers laquelle on doit aller. Mais il faut bien penser qu'en amont, il y a une réflexion, qui est une réflexion philosophique, qui est une réflexion sur la sortie de cette société de la démesure, cette société du sans limite, et que tout naturellement, en fait, de ces questions philosophiques vont découler des mesures pratiques, des mesures logiques, des mesures politiques, de politique publique, pour essayer de vivre différemment en tenant compte des limites physiques de la planète.